Alors, comme je le disais, merci d'avoir pris le temps d'être présent aujourd'hui. C'est toujours précieux de voir des personnes animées par l'envie d'apprendre, d'échanger et de se construire. Donc, le thème de ce webinaire est comment réussir quand on part de zéro. Défis, échecs, leçons de jeunes leaders africains. Donc, un thème fort, réel et profondément humain. L'objectif aujourd'hui n'est pas de vendre du rêve, mais de partager des parcours authentiques, des expériences vécues, des obstacles rencontrés et des leçons concrètes que chacun pourra appliquer à son propre chemin. Donc, ce webinaire se veut aussi un espace de bienveillance et d'échange. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, elles seront prises en compte au fil des discussions. C'est bon? Alors, sans plus tarder, nous aurons ce soir Ahmed Krahem, fondateur de Global Goals Connection, expert en développement durable, ESG et gestion de projet. Donc, il œuvre pour connecter experts et leaders autour des objectifs de développement durable. Merci, Marem. Avec plaisir. À sa compagnie, nous aurons Madame Tatiana Marchand-Delèche, executive coach et fondatrice de Rise et Thrive Agency. Elle accompagne les dirigeants et top managers à construire un leader plus humain, aligné et durable, même dans des environnements à forte pression, excusez-moi. Donc, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet et laissons la place aux échanges. Je laisse la place à M. Ahmed de se présenter après Tatiana. Bonjour tout le monde. Bonjour Tatiana, bonjour Marem, bonjour les amis. Bon, j'ai voulu faire après notre chère collègue et expert, Madame Tatiana, mais moi, je commence. Je vais ouvrir la route pour Ah non, ça dépend de vous. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Moi, je m'adapte. Vous êtes prête, Tati? Ah oui, sans problème. Ouais. Okay. Si on peut commencer par Tati, c'est mieux. D'accord, parfait. Tati. Ok. Allons-y alors. Vous l'avez bien compris, c'est Tatiana, mais on m'appelle Tati. Alors, vous l'avez bien compris, je m'appelle Tatiana Marchand. Mais est-ce que c'est bien la peine que je me présente là tout de suite maintenant? Parce que finalement, j'ai préparé une petite présentation et d'ici quelques temps, vous me connaîtrez très bien, puisque l'idée, c'est que je partage avec vous mon histoire de façon très authentique. Avant ça, je voudrais remercier Marem pour sa confiance et Ahmed, et je voudrais à tous vous souhaiter alors une bonne année, mais j'aime pas ce truc de bonne année, parce que finalement, cette année, elle sera véritablement ce qu'on a décidé d'en faire. Elle sera ni bonne ni mauvaise, elle sera à la fois les deux, elle sera faite de joie, de difficultés, de succès et d'erreurs, mais finalement, voilà, à partir du moment où on est en bonne santé, j'ai envie de dire qu'il faut avoir beaucoup de gratitude pour le fait d'être là. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par partager ma présentation, parce que comme vous l'aurez compris, j'ai préparé une présentation. Tac, tac, tac. Et vous me direz bien évidemment si vous voyez. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Oui, super. Et vous me voyez toujours moi aussi? Oui, exactement. On te voit aussi. Super. Alors, moi, ce que je voulais commencer par dire, c'est que, effectivement, comment réussir quand on part de zéro? Parce qu'on part finalement pas tous du même point de départ et c'est normal. On n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes cursus, on n'a pas les mêmes ambitions. Mais que, indépendamment de ça, on ne commence pas avec tout, mais on commence avec du courage. Et je pense que la notion de courage dans la vie est extrêmement importante, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans nos vies professionnelles. Alors, voilà, c'est ça que je voulais. Avant de commencer, je voudrais en fait vous proposer un instant très simple. Vous allez les uns et les autres prendre 30 secondes et vous pouvez le faire soit sur une feuille, soit dans votre tête. Et je vous invite à répondre à cette question. Quand vous avez commencé votre parcours professionnel, qu'est-ce que vous n'aviez pas, mais qui vous a pourtant permis d'avancer? Ce que je veux dire, c'est que parfois on démarre, on n'a
pas forcément toutes les compétences, on n'a pas forcément toutes les qualités et malgré tout, on arrive à développer certaines choses au fil de l'eau. Donc, je vous propose de prendre 30 secondes et de pouvoir répondre à cette question. Qu'est-ce que vous n'aviez pas, mais qui vous a pourtant permis d'avancer? Alors, si vous le souhaitez, alors je ne sais pas si les 30 secondes sont passées, mais en tout cas, une vingtaine, ça c'est sûr. Donc, pendant que je parle, on sera à 30 secondes. Et on a une main levée aussi. Pardon? Nous avons une main levée. Cède. Ah, bah, génial. Allez-y. Allez-y, Sabali. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Tatiana, Marem et Imen. Bonsoir. Voilà, et tous ceux qui ont eu l'opportunité, je dirais ça, opportunité d'être là parce que les partages sont fluctueux quand même, on espère bien. Alors, pour votre question, de ma part, je répondrai et vous le comprendrez très facilement. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis Mohamed Saïd Sabali, donc je vis au Sénégal, je suis sénégalais également. Bon, je suis social media manager, donc j'ai mon agence de communication digitale qui s'appelle Digital Boost. Alors, tout ça, c'est pour dire que, comme vous l'avez dit dans la question, moi j'ai démarré en 2019 après juste avoir eu le bac. Donc, après avoir eu le bac, je me suis lancé en commençant par une boutique en ligne, donc de vente en ligne. Et au fur et à mesure, mon objectif, c'était de créer donc une agence de communication digitale. J'ai eu la chance, après la licence, de faire des entreprises, des banques, en tant que comptable dans une entreprise de BTP. Et j'étais encore chargé de clientèle dans une banque, mais quand même, cela ne m'a pas, en tout cas, empêché donc, de suivre mon chemin. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai augmenté des compétences au fur et à mesure. Donc, on dit que, je peux dire que les compétences sont venues en cours de route. Voilà. Donc, ne pas avoir les compétences en communication digitale ne m'a pas empêché de me lancer. Et aujourd'hui, alhamdulillah, je suis dans le domaine, j'accompagne des PME parce que je suis spécialisé des PME, en fait. C'est génial. C'est génial. Alors déjà, merci pour ce partage. Bravo, effectivement. Et voilà, ça montre que finalement, avec de la volonté, du courage dont je parlais tout à l'heure, et de la ténacité et de la passion, on arrive effectivement à aller là où on a fixé la target, quoi, l'objectif. Je pense qu'il y a une autre main levée là. Oui, exactement. Allez-y. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je suis sénégalais. Je m'appelle Seydou Seck. Enchanté. Je suis sénégalais. Je suis un homme d'affaires et un commerçant ici au Sénégal. Malheureusement, moi, je n'ai pas eu à faire le banc. Je n'ai jamais été à l'école. Mais actuellement, mon français est un peu... J'essaie de comprendre mon français pour tout le monde. Il est très bien, votre français. Moi, je vous comprends très bien pour l'instant. Merci beaucoup. Moi aussi. Même si je suis un commerçant. Hein? Moi aussi, je le comprends très, très bien. Ok, c'est ça. Nous, on n'a pas eu la chance d'avoir des diplômes. Et on n'a jamais entré dans l'école. On s'est débrouillé juste par... La vie est le diplôme le plus important. La vie. Merci beaucoup. Tu as tout compris. Donc, on a eu le diplôme de la vie. Exactement. On a beaucoup avancé. On est des commerçants et des... je suis un commerçant dans l'agroalimentaire. J'importe Je suis parti de zéro. Actuellement, je fais des importations un peu partout en Europe, en Turquie et en Chine. Je suis aussi dans les voitures et dans les motos électriques. Et c'est ça, je suis dedans. Et que actuellement, ici au Sénégal, j'ai une relation avec beaucoup d'hommes d'affaires. Et je travaille beaucoup ici. Je n'ai jamais sorti du pays pour aller immigrer pour quelque part. On est né ici, grandi ici, et tout ce qu'on a, on l'a ici. Maintenant, on commence à voyager un peu partout dans le monde.
Il y a pas mal de pays qu'on a fait et qu'on se débrouille bien avec ce que nous avons. Maintenant, j'ai beaucoup de contacts ici au Sénégal et en Gambie, Guinée et la Côte d'Ivoire. D'accord. Bah, merci beaucoup pour ce partage. Je suis ravie que vous ayez pu prendre la parole, messieurs. Et si une dame parmi vous souhaite le prendre, parce que j'aime bien qu'il y ait un peu de mixité. Oui, je suis là. Avec plaisir. Alors, moi, je vais parler. Donc, juste aussi une petite précision. Si vous prenez la parole, pour ne pas perdre beaucoup de temps, allez juste directement au sujet, répondez directement à la question. Après, on aura l'occasion d'échanger et de changer sur d'autres thématiques. Voilà. Parfait. Merci, Marème, pour ce rappel. Je vous en prie. Alors, pour moi, j'ai démarré l'entrepreneuriat au lycée. Donc, comment dire, ma force, c'était l'ambition et l'envie vraiment de réussir. Oui. Donc, je me cherchais et c'est ça qui m'a maintenue jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'envie et l'ambition. Super. Bah, merci pour ce partage. Voilà. Ça crée un équilibre. Merci. Alors, moi, je vais juste quand même vous préciser, je suis française d'origine, mais je suis tunisienne de cœur. Ça fait 20 ans, moi, que je suis en Tunisie. On vous aime. Vous aime. Et moi aussi, je vous aime. Et que j'ai travaillé aussi sur le Maroc. Voilà, déjà pour que vous puissiez situer géographiquement qui est Tatiana et où elle est basée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, au tout début de ma carrière, j'avais pas de réseau, j'avais pas de raccourci, j'avais pas d'autoroute vers le succès. Enfin, je veux dire, rien n'était tracé. J'avais juste, et vous le comprendrez sur les slides prochains, un taxi qui était trop cher, une grève nationale et une décision courageuse que j'ai prise, commencer quand même. Et cet exemple que je donne, finalement, tout le monde l'a vécu à un moment et a fait des choix. Alors moi, le point de départ, j'étais une jeune fille adolescente qui avait très peu confiance en elle, qui a eu des débuts difficiles familiaux avec un papa complètement absent. Finalement, je n'ai pas eu de diplôme prestigieux, donc je suis une autodidacte et ça n'enlève en rien effectivement la valeur que j'ai, même si j'ai longtemps douté, je vous le dis. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'avais du courage, j'en ai toujours, du bon sens et l'envie d'évoluer. C'est-à-dire que finalement, je me suis toujours inspirée des personnes qui étaient autour de moi, en me disant, bah, tiens, moi j'ai envie d'être comme elle, j'ai envie de faire comme lui, voilà, pour s'inspirer des meilleurs. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'évoluer, ne pas jalouser les gens, mais au contraire, chercher à devenir meilleur. Et finalement, ce que je mets, c'est que chercher sa voie, c'est déjà bien évidemment avancer. Alors tout à l'heure, je parlais de taxi, je parlais de grève nationale. C'est un jour finalement qui a tout changé pour moi. C'est un jour de février 99. Il fallait que je trouve ma place, mais je n'avais pas de demande d'emploi. Et à cette époque-là, j'ai un ami qui m'a conseillé de bosser, d'aller travailler, de me renseigner chez un des leaders du marché des centres de contact, qui était Les Performants. Je pense que vous connaissez ce nom. Le jour de l'entretien, il y avait une grève nationale. Donc, moi, j'habitais en région parisienne. Il fallait que je me déplace sur Paris, puisque le siège était à Paris. Et le taxi, pour moi, avec le portefeuille que j'avais à l'époque, c'était hors budget. Mais finalement, je savais qu'il fallait que j'y aille. Donc, je me suis dit, bah, je n'ai pas forcément les moyens, mais je vais le mettre parce que derrière, il y a peut-être quelque chose de plus grand pour moi qui m'attend. Et il y avait quelque chose qui me disait, Tatiana, il faut que tu y ailles. Et le résultat, vous savez quoi? C'est-à-dire que j'y ai été, j'ai dépensé ce que j'ai dépensé en taxi, mais j'y ai passé 25 ans. Et j'y ai passé 25 ans et j'ai fait, j'ai envie de dire, une belle carrière. Donc finalement, on ne sait pas parfois où ça va nous mener, mais on y va quand même et on a raison d'y aller. Parce qu'il y a toujours quelque chose au bout du bout. Les échecs. Parce que si on veut parler en toute authenticité, à des échecs, on en a tous. Et finalement, on nous montre les réussites, mais les réussites, c'est la partie immergée de l'iceberg.
Celles qu'on ne voit pas, c'est tous les échecs, c'est tous les doutes qu'on a pu avoir, les nuits blanches, voilà, enfin, tout ce que ça implique. Moi, en tout cas, ce qui est clair, c'est que j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs au début de ma carrière. Alors, une pas des plus grosses que j'ai faites, mais dont je me souviens, c'est que j'étais responsable de mon compte d'exploitation. Donc, je faisais mon chiffre d'affaires, je faisais mes coûts, je calculais ma marge brute. Et un jour, j'ai envoyé ce fichier-là au client au lieu de lui envoyer un autre fichier. Sauf que j'étais toute jeune dans ma carrière. Donc, je ne savais pas comment on rappelait un mail, etc. Ça paraît... c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, mais finalement, c'est peanuts, c'est rien. Mais le jour où ça m'est arrivé, je me suis dit, oh là là, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait comme bourde. Et c'est en tombant et en se relevant, finalement, qu'on y arrive. Et puis, qu'on prend aussi confiance. Et puis, qu'on prend aussi confiance, mais qu'on se dit aussi, OK, j'ai fait une erreur, so what? C'est pas grave, je continue, qui n'en fait pas? Et être en capacité aussi de reconnaître ses erreurs, ça nous permet de mieux avancer. J'ai, au début de ma carrière, été orientée très opérationnelle, donc je manageais des hommes, des femmes. Et finalement, il a fallu que je comprenne la gestion sur le terrain, le management. Je n'étais pas formée au management, donc il a fallu, pareil, que j'apprenne. Et ce n'est pas simple de manager des hommes et des femmes parce qu'il n'y a pas une méthode, il y a des méthodes, c'est-à-dire qu'une méthode est adaptée à une personne et on doit s'adapter à chaque fois à des fonctionnements différents, à des moments différents, à des attentes différentes. Et l'idée, c'est de pouvoir essayer, corriger, et recommencer. Et moi, je l'ai vu en passant du territoire français à la Tunisie, ensuite encore au Maroc, et j'avais aussi des liens avec Madagascar. Les cultures ne sont pas les mêmes, les personnes ne sont pas les mêmes. On ne peut pas fonctionner de la même manière. Mais c'est pareil au sein d'un même pays. Chacun a ses capacités, chacun a ses compétences, chacun a ses attentes. Donc finalement, il faut s'adapter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne devient pas compétent parce qu'on ne chute jamais, mais juste parce qu'on va se relever à chaque fois et de mieux en mieux et plus en confiance. Donc là, ce que je vous disais, c'est que finalement, l'humain, il n'est pas linéaire. Un management, c'est une personne, ce n'est pas juste une méthode. Et finalement, souvent, on parle de gestion de l'humain, mais finalement, on ne le gère pas, on l'accompagne. On l'accompagne sur le chemin. Et l'idée, c'est finalement de pouvoir observer la manière dont ça se passe, s'accorder aussi le droit de faire des erreurs. Alors là, je parle de management, mais ça peut être n'importe quel sujet. Ajuster, respecter et de pouvoir avancer ensemble. Si vous avez des questions, bien évidemment, je vous laisse le soin de m'arrêter. Alors, comme je vous le disais, c'est pour ça que ça m'a beaucoup touché, notamment le deuxième témoignage que j'ai eu du monsieur qui disait « Moi, je n'ai pas été à l'école ». Alors, moi, j'ai été à l'école, mais je n'ai pas été très longtemps et je suis une autodidacte, c'est-à-dire que je n'ai même pas passé mon bac. Donc, je n'ai même pas le niveau bac. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai pu, au contact de certaines personnes, à la lecture de certains livres et à l'expérimentation professionnellement et personnellement, évoluer. Et donc, autodidacte, oui, il a fallu que je fasse la paix avec mon parcours. Je n'étais pas moins légitime, j'étais juste différente. Par contre, j'étais bourrée de complexes à une certaine époque où j'entendais les gens dire « Ah oui, alors moi, j'étais la promo Intel dans telle école, etc. » Et moi, je n'avais pas de promo, rien du tout. À un moment, je me suis dit « Mais Tatiana, il faut que tu fasses la paix avec ce que tu es et ce que tu fais et ne pas rougir. » Et finalement, j'ai construit aussi des forces en partant de là, parce que j'ai un sens de l'organisation inné, parce que je suis très orientée solution et que finalement, là où certains bloquent sur des problèmes, moi, je vais essayer de te trouver un plan A, un plan B et un plan C. J'ai une forme de résilience, alors opérationnelle, mais aussi donc professionnelle et dans ma vie personnelle. Et puis surtout, ça m'a permis au fil de l'eau
de pouvoir dégager un leadership qui est authentique. Voilà, de ne pas essayer de jouer un rôle. Je suis ce que je suis, avec ma lumière, avec ma part d'ombre, mais en tout cas, j'essaye de l'être en toute authenticité. Et finalement, voilà, je ne savais pas que c'était possible, mais je l'ai fait en avançant et en me laissant le droit d'avancer. Alors, j'ai envie de dire que si je pouvais donner 5 leçons, alors il y en a peut-être moins, il y en a peut-être plus, vous prenez ce que vous avez envie de prendre, mais c'est déjà qu'on doit se valider soi-même. N'attendez pas d'être validé par quelqu'un. Validez-vous vous-même parce que vous le méritez et vous devez bien cela. Le courage, j'en parlais en ouverture, ça ouvre des portes véritablement. Se tromper est bien éminemment supérieur à ne rien tenter. Le fait d'être aligné, ça va créer votre trajectoire avec vos valeurs. Et puis, partir, avoir un petit départ, entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'on a une petite ambition. Et c'est pour ça que je mets en bas en tagline, commencer petit, ça ne t'empêche pas de penser grand. Souvent, on dit dream big en anglais. Et c'est hyper important finalement, d'avoir des rêves, de rêver grand et de continuer à rêver parce que parfois on devient trop réaliste, trop terre à terre, mais continuer à rêver et se dire qu'on est capable de grandes choses, véritablement. Alors je vais vous parler au fait également du sport, qui pour moi a été une renaissance. J'ai eu un cancer en fait, il y a 5 ans de ça. Et au bout d'1 an de traitement, un petit peu moins, alors j'avais commencé à courir avant le cancer, vous l'imaginez bien, je n'ai pas commencé. Mais en tout cas, pendant mes traitements, je n'ai pas arrêté. Et à la fin, je me suis dit, si j'allais courir mon premier marathon. Et là, finalement, j'ai donné un message incroyable à mon esprit en me disant, tu es capable de beaucoup plus que tu ne l'imagines. J'ai couru mon premier marathon, j'en ai couru un deuxième, j'en ai couru un troisième. Et aujourd'hui, je suis quadruple marathonienne. Mais au-delà de ça, le sport, ça n'a pas été qu'un loisir, rien qu'un hobby. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand moi je dis que je me suis inspirée de certaines personnes dans mon entourage, j'essaye aussi de passer un message. Parce que le sport, ce n'est pas juste un loisir. C'est quelque chose qui te construit. C'est une preuve aussi que le corps peut guérir. C'est un formidable médicament. Et d'ailleurs, je ne comprends pas qu'on n'ait pas plus de médecins qui, au lieu de prescrire des médicaments, prescrivent des séances de sport, et que l'esprit peut reprendre les commandes. Donc moi, en tout cas, quand je cours, je me choisis très clairement. Et quand je franchis la ligne, à chaque fois, sur des compétitions un petit peu plus officielles, mais je renais. Mais pas que, hein, même quand je cours de façon générale dans ma vie, dans le quotidien. Et je n'étais pas sportive du tout. J'ai commencé le sport à 45 ans. Et quand j'ai commencé par courir, j'ai commencé avec des échecs, j'y arrivais pas, je m'arrêtais, je recommençais. Comme dans la vie, mais il faut continuer, il faut se relever. Je me suis aussi engagée pour les autres parce que bien évidemment, en règle générale, quand on a ce genre de choses, on essaye d'en faire quelque chose. Et donc, je me suis engagée auprès d'un collectif qui s'appelle Les Guerrières. Et chaque année, à l'occasion d'Octobre Rose, on réalise des spectacles. Et bien évidemment, les donations vont à une association pour aider. Et l'idée, c'est véritablement de transmettre, de soutenir et puis de rendre d'une certaine manière ce qu'à un moment, j'ai eu la chance de recevoir. Et la résilience, elle n'est pas juste individuelle, elle est aussi collective et elle devient beaucoup plus forte quand elle se partage. Alors là, je prends l'exemple du collectif, mais ça peut être beaucoup de choses dans l'entreprise parce que la résilience, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avancer. C'est quelque chose qui va nous permettre de transformer nos plus grandes galères en quelque chose de plus fort, en quelque chose de plus important, entre quelque chose de positif. C'est vraiment de transformer une difficulté en quelque chose de positif. Et puis enfin, à 50 ans, parce que j'ai 51 ans,
j'ai décidé de quitter le salariat. Donc, j'ai passé 25 ans dans une multinationale. J'ai eu 3 carrières, dont je suis très fière et je suis très heureuse de ce parcours que j'ai eu. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour les personnes et l'organisation dans laquelle j'ai travaillé. Mais par contre, je ne me sentais plus alignée. Et j'avais véritablement besoin de contribuer dans l'écosystème à ma façon. Et en fait, ce que je veux aujourd'hui et ce que je fais, et c'est donc mon ikigai, donc je vais vous expliquer après, peut-être que certains le savent, mais je vais vous expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que j'accompagne des leaders et des organisations. En fait, moi, je transmets ce que j'ai appris finalement au fil de l'eau sur le terrain, avec l'envie de créer de la valeur, de l'impact et du sens. Parce que j'ai vu beaucoup de choses en entreprise. J'ai vu des gens qui n'étaient pas forcément toujours heureux. J'ai vu des comités de direction qui avaient besoin à la fois de rentabilité et de profitabilité, mais qui étaient parfois isolés. Et mon ambition, en fait, que ce soit en consulting ou en executive coaching, c'est de pouvoir accompagner tout ce petit monde et de pouvoir créer des connexions qui vont créer du bien-être, de la performance et de la profitabilité. Et pour l'ikigai, il est constitué de 4 faces. Finalement, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on aime faire, c'est ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut être rémunéré. Voilà. Donc moi, finalement, je n'ai pas le sentiment d'avoir changé véritablement de vie, mais en tout cas, j'assume ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'être et envie d'incarner. Et donc, mon message final, parce que je suis partie de l'adolescente qui n'avait pas du tout confiance en elle, en une femme qui aujourd'hui, l'année dernière, c'était en février, réalisé un TEDx sur le leadership, et notamment le leadership féminin, une autodidacte. Voilà. Donc, ce qui veut dire, c'est que finalement, on peut partir de zéro, on peut aller loin, on peut rater, et on peut avancer, et on peut être autodidacte et on peut devenir leader. Donc, la vraie question, finalement, c'est pas d'où est-ce que je pars, c'est où est-ce que je veux aller. Et en fait, moi, il y a un exercice que je fais en coaching qui est l'exercice de la montagne. Et il y a des milestones. Donc, les milestones, en fait, c'est les étapes, puisque finalement, dans la vie, on ne fait pas des grands pas, mais c'est au contraire tous les petits pas, les baby steps que l'on va faire qui vont nous emmener là où on veut aller, c'est-à-dire en haut de la montagne. Et commencer petit, ça ne t'empêche pas de penser grand, bien évidemment. Voilà, c'était pour ma partie. Je ne voulais pas prendre trop de temps parce qu'après, il y a Ahmed. Vous avez le QR code, vous pouvez scanner, vous aurez mes contacts et comment me suivre. Voilà, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Si vous avez des questions, Marbébic, comme on dit. Merci Tati. Avec plaisir. Merci beaucoup, Tatiana. Alors, je vais arrêter de partager mon écran. Voilà. Merci beaucoup, Tatiana. Avec plaisir, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions? Pas de questions pour le moment. Ça viendra peut-être après. D'accord. Peut-être les questions après, pour les deux, on va faire comme une conférence de presse. D'accord. Alors, il y a Sabali. Alors, je pense que pour ne pas retenir trop, mais quand même, je dirais que votre parcours est tellement inspirant que même si on en limité là, vraiment, c'est cool, quoi, parce que bon, si je me réfère actuellement, surtout nous, la jeunesse, on nous fait comprendre qu'il faut aller à l'école, il faut avoir des diplômes vraiment pour réussir dans la vie. Donc, vous voir quelqu'un, en tout cas, avec tout ce parcours de guerrier et vous dire que vous n'avez pas de diplôme, comme mon Thomas également, vraiment, c'est inspirant. Et on vous remercie pour ça. Merci Saïd. Je vais juste partager une petite chose, mais qui est importante parce que ce que vient de dire
Saïd est extrêmement important. C'est vrai, on nous dit beaucoup de choses. Moi, j'ai 2 enfants. J'en ai un qui a été une autoroute, pour reprendre l'image. Il a eu son brevet avec mention, son bac avec mention, il a fait 2 années de prépa. Et puis j'ai le plus jeune qui est l'ado, qui n'est pas du tout fait pour l'école. Merci beaucoup, Bintou. Et qui ne fera certainement pas de grandes études, mais finalement, ça ne veut pas dire qu'il réussira moins bien que l'autre. Je pense qu'on est effectivement tous différents. On ne va pas partir du même postulat, on n'a pas les mêmes attentes et on n'est pas constitué de la même manière. Mais en tout cas, il faut essayer de continuer à les pousser de manière à ce que, même si ce ne sont pas des foudres de guerre à l'école, ils fassent peut-être d'autres choses. Peut-être plus manuelles, plus sportives, je ne sais pas. Mais voilà, la vie ne s'arrête pas en tout cas. Et je laisse la parole à Ilmed. Merci Saïd et merci au petit message que j'ai reçu. Merci, Tatiana. Merci beaucoup, Tatiana. Alors, votre parcours m'inspire vraiment et inspire aussi beaucoup de jeunes. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'être autodidacte ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réussir. Et avoir des diplômes de haut niveau, oui, clairement. Ouais. Mais avoir aussi des diplômes de haut niveau ne garantit pas la réussite. Donc, la vie est pleine de surprises. Il faut la vivre avec confiance. Absolument. Imed, on vous laisse la parole. Bonjour tout le monde, rebonjour. C'est bon, je sais pas, c'est pas facile après Tatiana. La mission n'est pas facile, franchement, avec ce qu'elle a dit, ce qu'elle a partagé. Enfin, Tatiana, je le connais depuis des années. C'est quelqu'un de très, vraiment très intéressant. Et son histoire, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a fait, c'est quelque chose qu'on doit s'inspirer. Donc, franchement, moi aussi, je suis inspiré de Tatiana depuis quelques temps. Donc, merci Tatiana de partage encore une fois. Et je suis un fan. Merci, cher ami. Je le serai aussi. Bon, je m'appelle Ahmed Kraim, je suis de la Tunisie. Donc là, je suis dans mon bureau. Je suis directeur dans une grande banque internationale. Peut-être vous allez dire que lui, comme Tatiana l'a dit, il a eu le réseau, il a eu l'autoroute, il a eu tout devant lui pour être un directeur dans une grande banque internationale offshore. Mais non, mes amis, ce n'est pas évident. Pourtant, j'ai eu tous les diplômes possibles au niveau national et international. Donc, pratiquement, j'ai eu presque une trentaine de diplômes jusqu'à exécutif MBA et doctorat. Mais la vie n'a pas été vraiment facile. Donc, j'étais dans une famille, mon père était un fonctionnaire, donc on était 5 dans les écoles, donc ce n'était pas facile. Donc, je dois travailler l'été, je dois faire des travaux supplémentaires, des choses, des courses et tout ça pour assurer ma rentrée scolaire. Donc, j'étais quelqu'un très actif dès mon jeune âge. Donc, pourtant, j'étais très brillant dans mes études. J'étais toujours le meilleur, le premier sur l'école, mais pendant l'été, je dois travailler, je dois assumer ma rentrée scolaire parce que sinon, peut-être mon père il va sacrifier quelqu'un de la famille pour ne pas faire les études parce que avec 5 en même temps dans les écoles, dans l'université en même temps, c'est pas évident avec un fonctionnaire. Tu sais, quand même, le salaire d'un fonctionnaire, c'est pas grand-chose. Donc, j'ai fait beaucoup d'efforts. Après, je vais partager avec vous 2 expériences. Je vais partager l'expérience professionnelle quand j'ai fini mes études et j'ai commencé à travailler. Et après, l'expérience de Global Goals Connection et cette initiative internationale. Donc, pour commencer, je vais partager avec vous mon expérience professionnelle. Donc, comme je vous ai dit, j'étais brillant dans mes études, bien que je travaillais, je faisais très dur du travail pendant l'été et même le week-end, mais je trouvais toujours le temps pour faire mes études et j'étais le major de promotion. Donc, quand j'ai fini mes études universitaires, j'avais 22 ans, donc j'ai fait licence en espérant continuer mes études. J'étais le premier sur ma promotion, donc c'était prévu qu'ils m'ont envoyé, que je serais envoyé au Canada pour finir master. Mais bon, j'étais dans cette période-là, j'étais dans le projet de fin d'études avec une société, une compagnie tunisienne ici, une grande compagnie tunisienne. Et le jour que je vais finir mon PFE et partir de l'usine, cette grande usine et société,
en espérant que je vais continuer mes études parce que l'objectif, c'était de déposer mon projet de fin d'études, avoir mon diplôme de licence et partir au Canada puisque je suis major de promotion. Mais là, en sortant du bureau du comptable de la société parce que j'ai eu mon chèque de projet de fin d'études, ils m'ont encouragé en m'en donnant un chèque comme un encouragement pour le projet que j'ai fait. C'était un grand projet quand même, j'étais étudiant, mais j'ai fait un projet qui a fait entrer de l'argent pour la société. Et là, comme par hasard, le directeur administratif de la société me croisait, il me disait, venez, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je lui disais, je vais partir au Canada, faire mes études. Mais il me disait, qu'est-ce que vous en dites si je vous propose un poste là maintenant et que vous restez avec nous? Parce que j'ai vu, je t'ai regardé depuis 3-4 mois que vous êtes là chez nous pour faire le PFE. Vous avez fait un grand travail et j'ai besoin de la jeunesse. Je vais rejoindre l'équipe commerciale de ça. Franchement, je ne m'attendais pas à cette proposition. Donc, j'étais en train de me préparer pour partir au Canada, pour finir mes études. C'était mon ambition, c'était un grand challenge. Et surtout que je suis major de promotion. Alors, en rentrant à la maison, j'ai essayé de penser à l'affaire. Et après, franchement, l'offre, elle était très alléchante. Le salaire, il était très bien. À mon âge, à 22 ans, il m'offrait un bon salaire. Et j'étais étudiant. Donc, pour moi, c'est comme s'il m'a jeté l'hameçon. Donc, j'étais comme le poisson qui a attrapé l'hameçon. Donc, je suis revenu pour lui appeler, pour lui dire je suis d'accord. Et là, j'ai commencé à travailler. Première année, j'étais très content. C'était un nouveau challenge parce que j'étais très jeune, j'avais un poste quand même et très bien et tout ça. Et après, deuxième, troisième année, je commence à être inquiété parce que je voyais mes amis qui étaient avec moi dans les études, dans la promotion de licence. Ils ont fini leurs études, master. Et parmi eux, il y a une ou deux personnes qui ont intégré la société où je travaillais. Eh bien, ils ont eu un grade supérieur à moi. Pourtant, moi, j'étais major de promotion. J'étais le premier dans la classe quand j'étais avec moi. Et là, ça m'a choqué. Je me disais, qu'est-ce que j'ai fait? Apparemment, j'ai fait une grande gaffe en acceptant de travailler et de ne pas finir mes études et surtout au master. Et je commençais franchement à entrer dans une étape très difficile. C'était vraiment la galère, une déception. J'ai senti l'échec. Je sentais que je faisais le mauvais choix. Le sentiment, il commence à grandir. Et j'ai eu un blocage, franchement, blocage psychologique. Et à ce moment-là, une banque de la place, elle m'a repéré et elle m'a envoyé une bonne proposition pour travailler avec elle. Et donc, je sautais sur l'occasion et j'ai changé pour la banque. Mais dans la banque, je trouvais le problème plus grand. Parce que eux, dans la banque, ils ne respectent que les diplômes. Et donc, ils ont vu que j'ai juste l'essence et que le poste que je devais le prendre, un poste qui nécessite master. Bon, quand même, ils m'ont donné le poste, mais c'était vraiment avec une petite déception de la part du directeur général. Il me disait, normalement, vous devez continuer ou finir vos études et ce poste deputy manager, c'était un sous-directeur à ce moment-là. Ce n'est pas un poste pour quelqu'un qui a eu juste licence. Et là, franchement, j'étais vexé, j'étais, comment dire, dans une situation très embarrassante parce que moi, qui a passé toute sa vie majeure de promotion, le premier dans l'école, et là, je me trouve dans une situation embarrassante comme si je n'ai pas fait mes études, comme si je ne mérite pas ce poste. Et à ce moment-là, j'ai décidé de continuer et de revenir à l'université et de finir mes études. Ce n'était pas facile. C'est comme si on va partir de zéro, franchement, parce que ce n'est pas évident. Je travaillais et je ne peux pas abandonner mon travail quand même. Je dois vivre avec ce travail-là. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je dois faire des sacrifices. Donc, je travaillais et je fais mes études le soir, les week-ends et pendant les vacances. Ça m'a pris pratiquement 3 ans pour faire licence et pour faire le master. Et heureusement, alhamdoulilah, ça a été une grande réussite. Donc, je me suis retrouvé
Et ça a été le premier succès après la déception. Donc, j'ai eu un master et j'étais très fier parce que ce n'était pas évident. Je travaillais, j'avais beaucoup de charges, j'avais beaucoup de pression. Et là, je me suis dit, pour moi, maintenant, master, ce n'est pas suffisant. C'est un grand challenge et je dois terminer, finir tous les objectifs que j'ai prédéfinis. Donc, après, je me suis lancé dans tout ce qui est formation internationale. J'ai fait les États-Unis, j'ai fait Cambridge, et j'ai fait en France l'université aussi. C'était hybride entre la Tunisie, la France, les États-Unis et UK. Et j'ai eu diplôme de Project Management des États-Unis. Et après, j'ai eu un MBA de l'Angleterre. Et j'ai eu aussi, après, des formations certifiantes à l'échelle internationale, tout ce qui est sustainability, tout ce qui est CCR, du Canada et de la France. Donc, c'était un grand challenge. Donc, pour moi, après toute cette période-là, j'ai passé pratiquement là une vingtaine d'années sans arrêt, après master, sans arrêt, faire des formations, faire des études, faire des certifications. Et là, je ne peux pas m'arrêter. Jusqu'à présent, là, je suis dans un nouveau projet. J'ai été sélectionné par une université africaine, scholarship, pour faire la justice climatique. Et là, je suis avec la première promotion africaine à faire la justice climatique au niveau du continent africain. Et j'ai commencé il y a un mois et je suis très fier de ça parce que c'est la continuation de ce que j'ai fait. Donc là, j'ai partagé avec vous cette expérience pour vous dire qu'il ne faut jamais stopper. Peut-être on fait des mauvais choix. J'ai senti que je fais mauvais choix en choisissant le travail en jeune âge et ne pas continuer à avoir mes diplômes. Mais là, j'ai rebondi, j'ai fait rebondissement pour continuer et j'ai dépassé tout le monde après parce que même les amis, même mes collègues qui ont fait le master et après, ils ont été surpris que j'ai dépassé le master avec MBA, doctorat et Project Management à l'échelle internationale. Donc là, je vous conseille, même si vous passez par un échec quelque part, il ne faut pas lâcher parce que partir de zéro, je ne sais pas, partir de zéro, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas le même. Zéro en Tunisie, ce n'est pas le zéro au Sénégal, ce n'est pas le zéro en France, comme Tatiana l'a dit. Parfois, les moyens, ce n'est pas les mêmes, mais quand on doit partir d'un niveau qui n'est pas vraiment très favorable, il faut vraiment mettre tous les atouts, mettre tous les challenges, être courageux, comme Tatiana l'a dit, le courage. Et pour dire, je vais finir, et je vais faire cette expérience et réussir. Donc là, je vous conseille de ne plus jeter l'éponge, de ne plus dire que c'est bon, j'ai fait le mauvais choix, j'ai échoué. Il ne faut jamais dire ça, il faut rebondir, être challenger, être vraiment quelqu'un qui s'attache, qui s'accroche, et vous allez réussir. Donc là, j'ai partagé avec vous la première expérience par rapport à mon parcours professionnel. La deuxième expérience, c'est par rapport à tout ce qui est vraiment international et le projet qu'on a fait qui s'appelle Global Goals Connection, c'était la connexion internationale pour le développement durable, tout ce qui est sustainability et tout ce qui est en lien avec les SDGs, les objectifs de développement durable. Quand je commençais à faire ces formations-là, je partais à Istanbul, en Turquie, je partais à Dubaï et d'autres, parce que à ce moment-là, il n'y avait pas d'autres moyens pour faire ce genre de formation que dans les destinations qui ont été choisies par les Nations Unies. Et généralement, ce sont des grandes destinations comme Istanbul, Dubaï, Malaysia, London, Paris. Donc, je commençais, j'étais impressionné parce que dès mon jeune âge, j'étais impressionné de tout ce qui est relations internationales, tout ce qui est networking international. Donc, je me souviens quand j'étais très jeune, je lisais toujours Jeune Afrique, je regardais France 2, tout ce qui est géopolitique, tout ce qui est en relation avec tout ce qui est relations internationales, tout ce qui est positionnement des pays, tout ce qui est guerre, tout ce qui est problème de ressources et tout ça. Donc, j'étais passionné par ça. Et après, j'ai commencé à travailler sur tout ce qui est développement durable.
et les Global Goals, et j'ai commencé à faire des formations à l'extérieur de la Tunisie. Donc, j'ai parti à Istanbul, à Dubaï et d'autres. Après, je me suis dit, pourquoi ne pas ramener ce concept en Afrique? Pourquoi on doit partir, nous les Africains, tout le temps pour des grandes destinations, pour faire ce genre de formation? Et généralement, ils n'acceptent qu'une petite partie de participants parce que la majorité sont refusés. J'avais beaucoup d'amis du Sénégal, du Mali, de Tchad, de Burkina Faso, de Côte d'Ivoire qui l'ont refusé le visa. Même pour participer à ce genre de formation, on n'a pas le droit parce que à Dubaï ou à Istanbul ou à Paris, ils sont rejetés au visa. Donc, ils n'ont pas même l'accès pour y aller. Moi, en tant qu'Indonésien, peut-être j'avais le privilège d'y participer. OK, on a le visa dans quelques destinations, mais c'était plus souple. Après, je me suis dit non, il faut penser à amener ce concept en Afrique et donner une chance aux jeunes Africains et aux personnes qui sont motivées et qui veulent avoir ce genre de formation, mais qui ne peuvent pas partir, ou bien pour des raisons logistiques, financières et tout ça, ou pour des raisons de sécurité, de refus de visa et tout ça. Donc, quand j'ai parlé de ça avec mes amis, ils commençaient à me rigoler. Ils me disaient, quel pays va recevoir ce genre de formation? Il doit y avoir des autoroutes, il doit y avoir des hôtels, il doit y avoir des aéroports, parce que le pays qu'on doit choisir pour faire ce genre de formation, il doit être comme un hub accessible partout du monde, parce que le concept, il est basé qu'on doit ramener des délégations, des participants partout du monde, donc c'est pas facile. Alors, il me disait, vous êtes en train de rêver, hein? Aucun pays en Afrique ne peut recevoir ce genre de formation. On doit toujours partir en Europe, en Asie, pour participer et ne plus penser à ça. Mais je n'ai pas lâché. Je commençais à en parler avec les organisations qui sont en train de faire ce genre de formation à l'extérieur. Je commençais avec Best Diplomats et c'était la grande institution qui faisait ce genre de formation. Bon, ils n'ont pas pris les choses au sérieux. Ils me disaient en Afrique, jamais, on n'a jamais pensé faire ça en Afrique, on va pas le faire. Après, j'ai contacté d'autres. Jusqu'à un jour, je me suis tombé sur une organisation qui est vraiment embryonnaire, qui commençait à travailler sur ce genre de formation moderne Nations Unies. Elle s'appelait One World Nexus. Alors, j'ai sauté sur l'occasion. Je les ai envoyés un email, bien dit. Je disais que je participais tout le temps à ce genre de formation. Et là, je suis prêt à organiser ça pour l'Afrique en Tunisie, en commençant par la Tunisie. Après, on va choisir d'autres destinations. Bon, ils m'ont dit, la Tunisie, on ne le connaît pas. Est-ce que vous pouvez nous présenter la Tunisie côté touristique, côté hôtel, côté infrastructure, côté aéroport et tout ça, visa, parce que pour eux, pour faire ce genre de formation en Tunisie, ils doivent s'assurer que tous les moyens sont réunis pour réussir ce genre de formation parce qu'ils vont mettre leur nom en question. Donc, j'ai fait tout un dossier. Il m'a pris vraiment 2 mois pour préparer tout, côté logistique, côté hôtel, côté budget, côté infrastructure et tout ça. Et j'ai envoyé le dossier. Et après, j'attendais le résultat. Et ils m'ont envoyé un mail en me disant qu'ils ont accepté pour faire la première conférence internationale modèle Nations Unies en Tunisie, et que ça va être pour l'Afrique et pour le Moyen-Orient, et qu'ils vont faire quand ils vont finir à Dubaï, ils vont venir en Tunisie pour faire ça, et que je dois préparer tout. Donc, c'était le premier challenge. J'ai commencé de zéro. Il n'y a personne qui se connaissait dans ce genre de formation, même mon entourage, mes amis. Donc, j'étais le seul. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai commencé à préparer ça, à préparer un team, un groupe d'organisation en Tunisie ici pour faire ce genre de formation. Donc, je dois les former en premier lieu. Je dois les coacher comment préparer ça. Et après, pour être prêt pour être dans l'équipe ou le groupe d'organisation, ce n'était pas facile parce que j'ai commencé de zéro. Hein, de zéro. Personne ne connaissait, personne n'a participé à ce genre de formation. Et même le concept, il était un peu étrange pour eux. Donc, heureusement que j'avais beaucoup de trust, beaucoup de confiance avec mes amis intimes. Donc, j'ai commencé avec le noyau de mes amis. Et après, on a essayé de l'élargir petit à petit jusqu'à ce que j'ai contacté aussi Tatiana. Elle était la première
à nous joindre dans cette expérience. Donc, et là, c'était une grande réussite. On a reçu 23 délégations. C'était l'année dernière, 2024, 23 délégations. On a reçu des délégations de l'Afrique, des délégations de l'Asie, de l'Amérique latine, de l'Europe et tout ça. C'était une grande réussite. Et à cette période-là, il y a eu quelqu'un qui m'a contacté du Sénégal. Il me disait, Ahmed, vous avez de l'expérience, j'ai vu ce que vous avez fait pour la Tunisie, pour l'Afrique, et j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose au Sénégal. Je lui disais, OK, juste je dois finir avec One World Next Tunisia, on va clôturer, après on va s'orienter vers le Sénégal. Et c'était la deuxième expérience. On a fait une grande conférence en partenariat avec African Diplomatic League, nos amis African Diplomatic League, y compris Marem, qui était dans l'organisation. Et ça a été aussi une belle expérience au Sénégal, à Dakar, et que déjà, j'ai beaucoup aimé le pays. Et c'est un beau pays. Les Sénégalais sont des personnes très sympathiques. C'était ma première expérience au Sénégal, et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup adoré. Et je veux revenir encore une fois pour visiter le Sénégal, pour faire même des conférences au Sénégal, aussi pour visiter l'île de Gorée que j'ai beaucoup aimé. J'ai tombé sur le charme de l'île de Gorée. Donc, et après cette expérience au Sénégal, nous sommes rentrés en Tunisie pour faire la deuxième grande conférence internationale qui s'appelle Tunisia International Climate Change Forum. Cette fois, ça a été plus grandiose. On a reçu 34 délégations du monde. Donc, c'était un grand challenge. Et maintenant, on est en train de restructurer notre communauté internationale qui s'appelle Global Goals Connection. D'ailleurs, je vous invite, si vous êtes intéressé par tout ce que relations internationales, networking, développement durable, partnership et tout ça, de nous joindre aussi, avec la permission de Marine, bien sûr, parce qu'on est en train de faire un échange à niveau international et on veut un noyau africain à l'intérieur de cette communauté internationale qui vraiment honore l'Afrique et qui est rayonnant, qui peut donner une bonne impression pour l'Afrique, parce qu'on doit aussi ramener d'autres partenaires pour faire d'autres expériences. Et déjà, le Sénégal est sur la liste pour 2026 ou 2027 maximum. Donc là, c'est la deuxième expérience que j'ai partagée avec vous, parce que j'ai commencé des euros, et c'est vraiment une expérience... même moi aussi, je n'ai pas cru qu'on peut réussir cette expérience, parce que ce n'était pas évident. Mais avec le courage, avec la persévérance, ça a été, alhamdoulilah, une grande conférence. Et ce n'est pas la conférence, c'est la formation qu'on a donné la possibilité pour les jeunes africains surtout, pour avoir des certifs internationaux, pour avoir vraiment, par exemple, on a ramené des partenaires du Canada, de l'Obretex Canada et tout ça, pour donner une certification internationale en ESG, en CCR et tout ça. Donc, pour moi, fournir cette opportunité pour la jeunesse africaine qui ne peut pas partir hors l'Afrique, c'est quelque chose de vraiment très intéressant et j'en suis très fier, franchement. Donc, pour moi, mes conseils pour vous, parce que franchement, je ne veux pas avoir langue de bois pour dire vous devez faire ça, vous devez faire ça. Je voulais partager mon expérience, comme Tatiana l'a partagé ses expériences, pour dire que la vie n'était pas facile pour nous. Et malheureusement pour vous, je vais vous choquer, ça va être plus difficile. Surtout la jeunesse, la génération Z, la vie est devenue plus difficile avec les challenges, avec le changement climatique, avec l'IA, l'intelligence artificielle qui a pris beaucoup de positions, beaucoup de travail, beaucoup de jobs. Donc, vous devez être plus résilient. Le mot d'ordre que Tatiana l'a dit, de la résilience. Donc, vous devez être plus résilient, plus courageux. Et aussi, il faut s'accrocher. Parce que, franchement, nous, on a galéré, mais vous, je crois que vous devez galérer plus pour réussir. Parce que la vie est devenue un peu compliquée avec ces challenges, mais il ne faut jamais perdre espoir parce qu'il y aura toujours des opportunités. Dans les défis, il y a des opportunités. Et comme ils disent, donc l'échec et le succès est fait d'échecs. Donc, si on ne fait pas des échecs, on ne peut pas faire des succès. Donc, l'échec ne va pas vous stopper. Même cette vraiment difficulté dans la vie, ces challenges aussi, ils vont vous donner ils vont vous pousser pour avoir plus de succès. Donc, vous devez être plus courageux pour affronter ces changements et c'est vraiment la pression sociale
qui est en train de s'installer, la pression économique, la rareté de richesses. Donc, vous devez être plus résilient par rapport à ça parce que c'est inévitable. Comme les marins, ils disent, on peut pas changer le vent, mais on peut l'ajuster ou ajuster les voiles. Parce que là, tout ce qui oui, on peut pas, ils disent les marins, partout dans le monde, on ne peut pas changer le vent, mais on peut ajuster ses voiles. Donc là, tout ce qui est défi, tout ce qui est changement climatique, tout ce qui est crise économique, tout ce qui est intelligence artificielle, qui est un défi, parfois, et une opportunité aussi, c'est inévitable maintenant. On ne peut pas l'éviter, mais on doit faire avec, on doit ajuster. On doit ajuster de notre carrière, de notre personnalité, de notre background pour réussir. Donc, pour vous dire, la vie n'est pas facile, ni pour nous, ni pour vous, mais on doit la réussir. Donc, je vous invite tous à être courageux, persévérants et surtout résilients. Le mot d'ordre, c'est la résilience. Maintenant, dans cette vie, c'est la résilience. Sans la résilience, on ne peut pas réussir. Mais avec la résilience, j'en suis sûr, soyez sûr que vous allez réussir. Si ce n'est pas maintenant, après. Donc, merci beaucoup. Merci tout le monde. J'essaie de partager avec vous quelque chose de concret. J'espère que vous avez compris le message. Je vous invite à être les challengers de l'Afrique. Résilients. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Imet. Merci vraiment. Je suis très touchée par ton parcours parce qu'il résonne profondément avec le mien. Donc, moi, je vais partager un peu mon parcours. J'ai moi aussi lancé mon premier entreprise sans réelle expérience professionnelle. Donc, j'ai dû arrêter mes études en cours de route. Ouais, parce que j'étais pressée, je voulais réussir comme tout le monde, je voulais avoir de l'argent. Je voulais être indépendante très tôt. Comme je suis aînée de ma famille, je n'aime pas qu'on dépende tout le temps de mes parents. Je n'aime pas dépendre tout le temps de mes parents. Donc, j'ai lancé mon entreprise au lycée. Après plusieurs échecs, même à l'université, j'ai continué après à l'université, mais je n'étais pas très concentrée sur les études parce qu'à chaque fois que j'apprenais à l'école, j'essayais de le mettre en pratique. Je me disais que moi, je ne vais jamais travailler avec quelqu'un. Je vais travailler avec mon propre entreprise. Voilà. Donc, après plusieurs échecs et remises en question, j'ai été obligée de repartir de zéro. C'est-à-dire, ce chemin n'a pas été simple, mais il m'a appris une chose essentielle. L'apprentissage ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, je continue à me former parce que j'ai arrêté après plusieurs échecs, j'ai arrêté carrément l'entrepreneuriat. Je me suis dit là, tout ce que j'ai besoin, c'est l'expérience professionnelle. J'ai besoin de me réorienter, j'ai besoin de retrouver ma voie. Donc, j'ai repris les études, j'ai cherché du travail et ça, j'ai perdu du temps parce que les autres m'avaient déjà devancé là-dessus. Voilà. Donc, juste pour vous dire que l'apprentissage est important, l'expérience professionnelle est importante. On n'est pas dans une course. Voilà. Chacun suit son rythme, chacun marche à son rythme. Exactement. Voilà, donc on doit se faire confiance, essayer de nous retrouver et ne pas avoir peur de l'échec. Il faut toujours avoir, voilà. L'échec, on va échouer. Tous les jours, on échoue. Tous les jours, on apprend. On n'échoue pas, mais on apprend. C'est comme ça, c'est la vie, on apprend. Donc, voilà le message que je voulais passer. Et juste pour ajouter quelque chose, Marème, je m'excuse, c'est que tous les métiers sont bons. Oui. Les postes sont bons. Parce que moi, personnellement, si c'est à refaire, peut-être je vais faire du métier qui amène plus d'argent, peut-être, ou entrer dans le business, pas être dans le banking et tout ça. Mais j'encourage tout le monde. L'échec, parce que j'avais un doyen de faculté suisse que je faisais master, me disait, tout le monde en Tunisie veut faire les études, aller à l'université et partir à l'université pour être embauché. Mais là, c'est pas bien. Il a dit, nous, en Suisse, c'est à la carte. On a les sapeurs-pompiers, on a les gens qui travaillent pour, comment réparer les montres. Il y a les experts, il y a les ingénieurs. Chacun, il est bien dans son poste, chacun, il est bien dans son métier. Donc, il faut être fier
de vos exploits. Si vous êtes plombier, si vous êtes mécanicien, si vous êtes dans le business, si vous n'avez pas eu la chance de terminer vos études, ce n'est pas la fin du monde. Exactement. L'essentiel, c'est de réussir, de gagner sa vie et d'être un challenger et de faire des improvements, de faire des améliorations. C'est ça. Exactement. Alors, faites ce que vous aimez. Ne suivez pas le rythme, ne suivez pas les gens. Essayez de vous retrouver et faites ce que vous aimez. Voilà, chacun a un don en lui. Cultivez votre singularité. Exact. Cultivez vraiment votre singularité. Parce que finalement, on veut ressembler à tout le monde quand on est plus jeune. Et au final, on ressemble à personne. Exact. Alors que ce qui est important, c'est de pouvoir avoir sa propre couleur. On a tous un ADN. Et donc, voilà, et un ADN unique. On est unique. Donc, continuons à l'être. Et ce que je voulais dire, excuse-moi, Marem, en tout cas, merci pour ce partage vraiment, Ahmed. J'ai adoré parce que du coup, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Et c'est chouette. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, Marem. Et ce que je voulais dire, continuez à rêver. Gardez les pieds sur terre, ok, mais continuez à rêver, vraiment. Exactement, c'est ça. Alors, on va passer aux questions. Il y a Femme Ndiaye qui dit, pour nous qui n'avons pas encore de l'expérience, comment faire pour en avoir? Si à chaque fois qu'on postule pour un poste, on nous demande un minimum d'expérience entre 3 et 5 ans. Alors, ouais, moi, j'aurais envie de dire là-dessus, je n'ai pas forcément une grande expérience parce que moi, je suis rentrée dans une boîte. Après, j'ai eu de la promotion interne, mais je n'ai pas été obligée de postuler, etc. Par contre, ce que j'aurais envie de dire, mais je laisserai peut-être Imed répondre tout de suite après, c'est peut-être postuler de façon différente. C'est-à-dire qu'on utilise toujours la même méthodologie, la même approche, mais finalement, quand on fait preuve de différence, de singularité, avoir une approche différente, ou peut-être que la personne va se dire « Ah tiens, il ou elle n'est pas comme les autres, ça vaudrait le coup d'essayer. » Voilà, être un peu plus rentre-dedans, être un peu plus, d'être moins lisse, voilà, d'être un peu plus percutant. Voilà. Et moi, ce que j'ai à rajouter, c'est que quand vous êtes en période quand vous cherchez une expérience, il ne faut pas minimiser les postes. Il ne faut pas chercher l'argent très tôt. Cherchez plutôt l'expérience. Parce que l'argent, ça va venir après. Mais si au début, vous fixez déjà un salaire, je veux 150 000, je veux 200 000, alors que vous n'avez pas encore d'expérience, ça va poser problème. Oui. Ça va poser vraiment problème. Donc, même si on vous prend sans vous payer carrément, cherchez plutôt l'expérience. Parce que ça va toujours vous servir. Absolument. Voilà. Ouais. Moi, je vais ajouter quelque chose par rapport à ça. Comme elle a dit, Marem, il ne faut pas négliger n'importe quel job, n'importe quel travail. Il ne faut pas le négliger, même avec un petit salaire. Moi, je me souviens, j'ai fait un travail pendant 3-4 mois à 150 dinars le mois. C'est minimum. C'est moins de 50 €, moins de 50 € par mois, juste pour apprendre. Ça a été une formation dans tout ce qui est domaine informatique. Donc, ils m'ont pris comme stagiaire, ils m'ont donné un salaire d'un stagiaire et j'ai accepté rien que pour avoir la formation parce qu'ils ont assuré une formation. Et après, quand j'ai terminé la formation, j'ai eu vraiment la chance d'intégrer une grande boîte via cette formation et j'ai accepté ce salaire parce que je suis en train de penser à un autre poste, mais c'était un tremplin, c'était un bridge pour aller. Donc, il ne faut pas négliger. Un autre conseil, c'est être bénévole. Ça encourage tout le monde. Soyez des volontaires, des bénévolats, entrez dans tout ce qui est associatif. Parce que c'est là qu'on va vous repérer. C'est là qu'on aura l'œil sur vous. Ils vont vous catcher, ils vont vous repérer pour vous proposer quelque chose. Donc, soyez actifs, soyez généreux. Entrez dans tout ce qui est associatif, des organisations, même sans salaire. Donnez de votre temps, surtout que vous êtes jeune. Il faut donner de son temps, de son énergie, tout ça. Et c'est par là que vous allez avoir du networking, du contact, du carnet d'adresse, que vous allez être repéré. Là, en arabe, on a un proverbe qui dit « Al-harka jib al-barka ». Je ne sais pas si Tatiana le connaît. « Harka jib al-barka », ça veut dire quand on bouge, les opportunités elles viennent. Absolument. Le fait de bouger, vous êtes en train
vous êtes en train de créer de l'opportunité. Exactement. L'autre fois, on a fait une formation sur skills. Un coach algérien était avec moi, un ami, il me disait, là, on est en train d'apprendre les jeunes que la recherche de travail, c'est un travail en lui-même. Parce que vous vous réveillez le matin, vous faites des checklists, vous faites l'objectif, où vous allez partir, qui vous allez contacter, comment, vous devez vous préparer côté vestimentaire. C'est du travail, tout ça. Donc, le fait de chercher du travail, c'est du travail en lui-même. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, je vous encourage et je vous invite à faire ça. Exactement. Oui. Et puis, avoir une vision, pas une vision court terme, avoir une vision moyen terme, long terme. Exact. C'était très juste que vous disiez faire du bénévolat, s'engager, se montrer, commencer par partager, après les choses viendront. Exactement. Alors c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, on a tous des moments de doute. Alors, je vais vous dire, moi la première, et la dernière fois je discutais avec, moi je fais partie d'un réseau de femmes entrepreneuses, entre la France, la Tunisie, le Maroc et Dubaï, et elle me disait très justement, Tatiana, l'argent ça va, ça vient, mais le plus important c'est d'être aligné avec qui on est et ce qu'on veut faire. Exact. Et c'est pas des phrases toutes faites, parce que finalement c'est l'énergie que tu vas avoir, ce que tu vas faire vibrer en fait en toi et auprès des autres. Exact. Je suis d'accord. Ah ouais. Je pense que j'ai une question de Christovie. Vas-y. Je peux rajouter un petit. Le fait de chercher du travail, c'est comme la gestion de projet. Il doit y avoir une vision. Donc, il faut définir des objectifs, il faut créer un plan d'action, il faut s'améliorer. Le fait de faire tout ça, c'est comme une synergie. Donc, vous êtes en train de chercher, de fixer des objectifs, de faire des plans d'action, de faire des améliorations, des formations continues, parce que entre-temps, vous êtes en train de chercher du travail, vous pouvez faire des formations en parallèle pour s'améliorer. Donc, vous n'êtes pas en train de perdre du temps, vous êtes en train de faire d'enrichissement personnel. Exact. Donc, il ne faut pas être sous la pression ou frustré. Je sais très bien, parfois, on est dans l'obligation de chercher un travail vite fait, pression financière, mais ça va venir. Si vous faites tout ça, ça va venir. Ça ne va pas se tarder. Exact. Et être aussi, comment dire, s'ouvrir en fait, ne pas se limiter, parce que beaucoup de jeunes se limitent par des tâches. Faut être épanoui. Quand vous avez un poste, essayez d'en apprendre encore davantage. Essayez de faire même les tâches des autres, juste pour apprendre. Mais soyez pas limités. Parce que la plupart des jeunes, on dit qu'ils sont fainéants, ils ne sont pas motivés et tout. Non, et ouais, malheureusement, bon, on c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et moi, c'est ce que je dis souvent, parce que j'ai été amenée, je travaillais donc dans une multinationale, et il y avait des jeunes, des moins jeunes, etc. On a tous à apprendre des autres. On a à apprendre du senior, qui a une forme d'expertise, mais aujourd'hui, les jeunes, ils ne veulent plus accepter ce que nous, on a pu accepter. Et moi, je leur dis, ils ont raison, parce qu'il y a des choses qu'on a acceptées parfois, et ils ont envie d'autre chose. Écoutons-les. Enfin, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'ils sont feignants, c'est trop facile de dire ça. Ouais, exactement, c'est ça. Il faut le comprendre, il faut le comprendre. Exact. Bah, oui, je pense qu'il faut discuter, en effet, ouais. Alors, on a une question de Bintou Souma qui dit comment entreprendre ou faire évoluer sa carrière professionnelle en ayant un problème à s'intégrer socialement. Je répète? Oui, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît, oui. Oui, comment entreprendre ou faire évoluer sa carrière professionnelle en ayant un problème à s'intégrer socialement? Bah, en ayant un problème à s'intégrer socialement. Oui. Alors ça, c'est en effet, j'ai envie de dire, une difficulté. Et là, il faut être plus sur un chemin de croissance personnelle. Parce que si elle parle d'une difficulté à s'intégrer socialement, il est bien évident que si on veut faire des choses, il faut avoir une capacité à développer le réseau, à échanger, à être interconnecté. C'est hyper important de nos jours. Alors, c'est important à distance de façon virtuelle, mais c'est important aussi en réel, quoi, en face-to-face. Donc, moi, j'ai envie de dire que on apprend en faisant. En fait, que ce soit pour ça ou pour autre chose, t'es pas à l'aise, c'est pas grave.
tu vas. C'est dans l'inconfort qu'on va réussir à développer des skills. Ouais. Exactement. C'est le seul moyen. Hein. Exactement. Moi, j'en connais pas d'autres. Ouais, moi, je suis d'accord. Si vous en avez d'autres, vous me dites, j'en connais pas d'autres. Je suis d'accord. Moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi faire de barrières ou avoir des problèmes d'insertion sociale. Je ne sais pas c'est quoi exactement le problème, mais admettons que c'est un problème, par exemple, dans des cas où je ne sais pas. Personne n'est vraiment incapable de travailler ou incapable de faire quelque chose. Exactement. Même les gens qu'on le considère un peu, peut-être, ils ont un handicap, ils sont en train de faire beaucoup de travail, des belles choses. Donc, il faut avoir l'estime de soi, il faut avoir la confiance, il faut dire que je peux faire ça. Mais bien sûr, il faut dénicher le travail qui s'accorde avec vos compétences, avec vos skills, et après apprendre. Comme Tatiana l'a dit, il faut apprendre en le faisant. Exactement, c'est le seul moyen. C'est ça, ouais. Ouais. Alors, Abdou Aziz Songo, on vous écoute. Vous avez levé la main. J'ai une question. Je voulais savoir, c'est que après avoir écouté la présentation de Tatiana, elle a dit construire une carrière basée beaucoup plus sur l'autodidacte. Et ça demande beaucoup de la discipline pour pouvoir arriver à construire une carrière basée sur apprendre par soi-même. Aujourd'hui, bon, en tant que jeune, on est confronté plus au changement perpétuel qui est lié à la technologie et tout ça. Comment est-ce qu'on peut arriver à développer cette discipline-là, à apprendre sur un domaine bien précis et ne pas être dispersé par la fois, parce que du coup, il y a tellement de choses qu'on veut apprendre que, bon, par moments, c'est difficile de pouvoir se discipliner et apprendre sur un domaine bien précis. Oui, alors déjà, la première chose, merci Abdoulaziz pour cette question. La discipline. La discipline, c'est quelque chose d'essentiel. Moi qui n'étais pas du tout une gamine disciplinée, notamment à l'école, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai une discipline de fer, et d'un point de vue sportif et d'un point de vue professionnel. C'est-à-dire que ma vie est organisée, j'ai des checklists, j'ai des machins. Donc oui, non, la discipline, parce que si on attend d'être motivé, la motivation, c'est un truc qu'on a, c'est furtif, quoi. On l'a une fois de temps en temps. Par contre, la discipline, c'est quelque chose qu'on a tous les jours. Donc, la discipline est hyper importante. Ensuite, on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Il faut faire des choix. Moi, tu vois, par exemple, je te le partage, j'ai une difficulté, c'est que je veux faire plein de trucs. Sauf que parfois, je me dis, Tatiana, ma cocotte, là, il faut que tu te décides. Tu ne peux pas faire 10 trucs. Si tu veux faire quelque chose de bien, c'est comme les objectifs. Tu ne peux pas en fixer quand tu as des équipes. Moi, j'avais des équipes, je n'allais pas fixer 5, 6, 7 objectifs. Tu en fixes 2 ou 3. Donc, il faut faire des choix. Et une fois qu'on a fait ces choix, on est focus sur effectivement ce choix qu'on a fait pour développer une compétence, pour développer une attitude, pour... voilà, mais donc, discipline, et puis effectivement, faire le focus sur ce qu'on va décider de faire, ou en tout cas, voilà, de mettre de côté certaines choses et de mettre le cap sur 2 ou 3 choses essentielles. Et une fois qu'on les a finies, là, on peut aller reprendre ce qu'on avait mis de côté. Donc, de la méthode, de la discipline et de la méthode. Bravo, bien dit. Parfait. Merci beaucoup. Alors, juste un petit rappel, il nous reste 6 minutes. Donc, on va prendre Sabali. Il y avait aussi une question de Christevie, hein, pardon, pour pas Oui, que... oui, allez-y. Voilà. D'accord. Ouais. Tu veux que je lui réponde maintenant? Oui, allez-y. Oui. D'accord. Sur ce chemin du recommencement, vous vous êtes senti cloué quelque part à un moment du genre, vous avez stagné, comment avez-vous géré cela? Ah ben alors, bien sûr que je me suis sentie clouée, que ce soit parfois quand j'étais dans ma vie professionnelle, quand on vous donne des challenges et qu'à un moment, vous devez récupérer, par exemple, un département, des équipes, que rien n'existe, que vous devez tout réinventer avec de la créativité, mais de la rigueur, de la discipline et de l'expertise, vous ne savez pas par où vous y prendre. Donc, parfois, il y a un sentiment de peur de ne pas y arriver. Et dans ces moments-là, il faut se poser et écrire. En tout cas, voilà, il faut... c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de discipline et de méthode. La méthodologie est importante, l'organisation est importante dans ce qu'on va faire. Donc, on est cloué, c'est pas grave, on respire, on réfléchit
on définit et là, on peut y aller. Aujourd'hui aussi, dans ma vie d'entrepreneuse, j'ai des jours où je me dis « Oh là là, ça ne va pas marcher, je ne vais pas y arriver ». Et puis après, je me reprends, je me dis « Allez, Tatiana, on y va ». Donc, voilà. Courageuse. Résilience. La résilience, exactement. Ouais, résilience et on y va et on essaye. Ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on y retourne. Comme il reste 6 minutes, j'ai fait court. Hein. Allez, Sabali, on vous écoute. Vous avez une question après Soha Kashouri. Si on a le temps, bien sûr. Voilà. Alors, merci les présentateurs, Marem, Imed, encore Tatiani. Bon, en fait, je pense que vu qu'il nous reste quelques minutes, je vais juste résumer toutes mes questions. Vous avez 3 programmées pour Imed, mais elles vont être une petite doléance. C'est-à-dire, vous m'avez parlé un peu de networking, surtout sur votre programme. J'avais voulu y revenir, mais bon, je vais juste dire, vraiment, je suis passionné de tout ce qui est networking et tout ce qui est vraiment les formations que vous faites, parce qu'il n'y a pas un seul métier qui ne servira à rien. Donc, vraiment, je suis ouvert à cela. S'il y a une possibilité vraiment d'intégrer la team, ou je ne sais pas, donc en PV ou ici même, je ne sais pas comment faire pour vraiment voilà, intégrer tout ça, tout ce qui est votre programme. J'ai entendu vos programmes en Tunisie, le parcours et tout. Ok, on va partager ça. Excusez-moi. Allez-y, oui, vous étiez sur le point de répondre là. Imen. Oui. Justement, je vais partager le lien avec vous sur le groupe après pour vous inviter, tous nous joindre, parce que c'est un rêve qu'on est en train de réaliser. Là, on est à mi-chemin, on a fait 3 stations, mais le chemin, il est très long. Donc, on veut ramener le maximum de compétences au niveau de l'Afrique, au niveau international avec nous. Donc, vous êtes les bienvenus. Donc, vous allez gagner beaucoup de choses, networking, connaissances, savoir-faire, les opportunités, l'échange, le côté culturel. Même on travaille sur tout ce qui est vraiment acceptation, tout ce qui est tolérance, non-racisme, non-segregation. C'est vraiment, vous allez être dans un environnement international sans frontières. Notre slogan déjà, Toward a Borderless World, c'est en direction d'un monde sans frontières. Donc, vraiment, vous allez apprendre beaucoup de choses sur le côté personnel, le côté professionnel, le côté éthique et côté comportemental. Donc, je vous invite tout le monde à nous rejoindre dans cette initiative internationale. Et j'espère que je suis en train de parler avec Marem. L'année prochaine, on va organiser quelque chose au Sénégal. Parce que moi, je suis tombé sur le charme du Sénégal et j'ai beaucoup aimé le Sénégal. Sauf qu'on doit avoir une équipe solide là-bas pour faire ça. Je suis sûr que Marem et l'équipe vont être vraiment à la hauteur. Inch'Allah, oui. Le Sénégal vous aime aussi. Et vous nous manquez beaucoup. Alors, Soha, on va prendre la question de Soha Kashouri. Alors, moi, je fais vite parce que c'est pas une question, d'accord? Donc, je donne la parole plutôt à Alcré. Moi, le partage de Tatiana, il me parle beaucoup. Bien que je connais Tatiana depuis 2 ans, j'ai décidé en 2020 de quitter la casquette salariée. En parlant argent, ça me parle beaucoup parce que ça fait 6 ans que je gagne rien dans ma vie, mais je gagne beaucoup sur le côté humain, sur le côté apprentissage. Une reconversion professionnelle n'était pas facile. Tout ce qui est sustainability, ça me parle beaucoup. Je connais Monsieur Ahmed depuis un bail et tout ce qu'il a dit, ça me parle également. Et un point que je voulais ajouter par rapport à Ahmed, l'Afrique. Moi, ça me parle beaucoup à Ahmed. Je découvre pas mal de choses par rapport à votre partage. Mais il y a vraiment une vague à inverser parce qu'on dit toujours l'avenir, il est d'autre côté, alors que l'avenir, il est en Afrique. Avec le peu que j'ai appris en AI, les réseaux, c'est époustouflant le potentiel qu'on a, d'accord? Je parle toujours goodwill. On dit qu'il y a une valeur inestimable qu'on a juste à valoriser. Donc, je suis très ravie d'être parmi vous. Je suis en plein remise à plat et c'est un cadeau de l'univers. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci, Soraya. Merci, mon ami. Merci beaucoup. Alors, il y a Agler Simba qui a levé la main. Ok, bonsoir. Je m'appelle Agler Simba, je suis en RDC, Congo-Kinshasa donc. J'allais demander conseil au présentateur. Je suis manager
pratiquant. J'ai commencé de zéro. Et puis, avec des brevets top manager aujourd'hui, je me sens un peu bloqué. Je n'ai pas assez de moyens pour accéder à ce genre de formation, mais je suis un manager pratiquant. Alors, j'aimerais avoir vos avis ou un conseil sur ça. Merci. Alors, en fait, si j'ai bien compris, vous avez des difficultés aujourd'hui pour accéder à certaines formations d'un point de vue budget et du coup, comment vous élever, comment continuer à vous former. C'est ça, hein, la question. Exact, oui. Et puis, le monde d'emploi est devenu un peu cruel. Ouais. Alors, moi, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, on a une chance fabuleuse, c'est qu'Internet vous permet d'accéder à une information unlimited. Donc, je pense qu'il y a véritablement, que ce soit Internet, l'IA, etc., la possibilité d'accéder à une mine d'informations, donc de s'auto-former. Okay. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qu'on a souvent du mal à faire, et ce qui est pourtant hyper important, c'est de demander, d'aller voir les gens et de demander. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui vous inspire sur un sujet ou un autre, ne pas hésiter à aller le voir, parce que souvent on prend ça un peu, entre guillemets, comme un signe de faiblesse, mais au contraire, c'est hyper fort et grand d'aller voir quelqu'un en lui disant, bah voilà, moi tu m'inspires, voilà, il y a une expertise que tu as, que j'aimerais développer, est-ce que peut-être tu serais OK pour qu'on partage? Moi là, spontanément, il y a certainement d'autres choses, mais spontanément, je vois ces deux choses-là. Ok. Exactement. Et après, bon, il y a beaucoup de jeunes qui m'ont posé la même question. Donc, après, je vais partager pas mal de liens pour des formations gratuites dans divers secteurs, divers filières, en fait. Très bien. Et après, Madame on va vous aider aussi, oui, pour le choix des formations. Ok. Merci beaucoup. Une demande. Si vous pouvez me mettre en contact avec le monsieur qui est entrepreneur, les commerçants du Sénégal, je n'ai pas retenu son nom, ça fait une très bonne chose là. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Ok, merci. Alors, je pense qu'on a fini. Donc, Imed et Tatiana, je vous laisse nous dire vos mots de la fin avant que ça coupe. Alors, je vais proposer à Evelyne qu'on puisse continuer à… Alors, le monsieur, si vous pouvez vous faire une brève présentation sur le groupe général, comme ça les autres auront le temps pourront vous contacter directement. Oui, moi je propose à Evelyne qu'on se capte sur le groupe pour pas plus empiéter sur le temps parce que Evelyne, il y avait une question de sa part. Ah voilà, elle me dit d'accord. Ok, super. Parfait, alors, le mot de la fin, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Gardez les pieds sur terre, mais continuez à rêver et surtout autorisez-vous à faire ce que vous avez envie de faire. N'attendez pas de plaire à tout le monde parce que c'est pas possible et on attend souvent d'être validé, mais finalement ça nous bloque, ça nous stoppe dans notre évolution. Bonsoir. De la fin pour moi. Ok, je voudrais juste placer un seul mot avant de finir et de fermer. Ok. Oui, allez. Oui, est-ce que vous pouvez le faire sur le groupe, s'il vous plaît, monsieur? Comme ça, il y a quelqu'un qui demande tout juste votre contact. Ah, d'accord, ok. C'est ça que je voulais dire. On ouvert à tous les gens qui voudraient travailler ici au Sénégal. Oui, vous pouvez faire le message. Vous pouvez passer le message sur WhatsApp. Sur le groupe il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Vous pouvez laisser une note vocale. Merci à vous, merci. Ok, merci à vous. Oui, Imed. Bon, moi, je vais dire que vraiment, j'ai beaucoup aimé cet échange. J'ai aimé cette belle jeunesse. J'ai aimé la transparence, la sincérité, cette fluidité. Je remercie mon ami, mon cher ami Tatiana pour l'échange, pour le partage. Merci à toi. Marem, toi aussi, vous êtes génial. Vous faites un très beau travail pour la jeunesse africaine, Sénégal.
Je t'ai tutoyé là-bas au Sénégal, j'étais avec toi pendant une semaine et je connais très bien ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Merci beaucoup, Imad. Moi, je vais terminer avec un proverbe que j'aime beaucoup, que j'adore. C'est pour vous dire que l'échec n'est pas le contraire du succès. L'échec, c'est une partie du succès. Donc, l'échec, c'est une partie composante du succès. Si vous voulez faire du succès, il faut accepter l'échec, il faut rebondir, il faut se remettre, il faut se lever et continuer. Absolument. Donc, il ne faut jamais abandonner. L'échec, ce n'est pas la fin du monde, c'est une étape qui amène, c'est une étape ou succession d'étapes qui amène vers le succès. Merci beaucoup. Et merci Marem. Merci, merci, merci. Merci à vous deux. Merci pour votre disponibilité. Merci pour cet échange enrichissant et tout. Donc, merci. Et pour les autres qui vos questions, vous pouvez le poser directement sur le groupe. Comme ça, on va y répondre. Parce que j'ai vu une très intéressante de Evelyne. Et oui, il y avait une question très intéressante par rapport à la structure de gouvernance. Et j'aimerais bien échanger avec elle sur ce sujet parce que comme j'ai coordonné la responsabilité sociétale d'entreprise dans la multinationale dans laquelle je bossais, la gouvernance est une part très importante. Parfait. Super alors. Alors, on se dit...